pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog suivi de lecture. On est le vendredi 25 avril et ça fait plusieurs jours que je ne vous ai pas repris, tout simplement parce que j'ai terminé des lectures mais j'ai pas vraiment commencé d'autres lectures ou avancé certaines lectures qui sont toujours en attente. Les seules lectures que j'ai réellement continuées ces derniers jours, c'est donc Solo Leveling, et aujourd'hui même j'ai commencé le webtoon de lecteur omniscient sur la plateforme donc Webtoon. Et donc voilà, mais sinon j'ai pas réellement avancé mes autres lectures, donc notamment le premier tome de La guerre des cœurs égarés qui est toujours en pause. Mais voilà, je l'ai mis en pause parce que en ce moment il me fait pas envie. Alors que pourtant j'aime bien, hein. Mais je sais pas, je l'ai mis en pause, je vais le reprendre, vous inquiétez pas, parce que j'aimerais bien savoir ce qui se passe à la fin de ce premier tome, et il est très fortement probable que j'achète la suite, donc il faut quand même que je termine d'abord le tome 1 avant d'envisager d'acheter la suite. Bref, les objectifs du coup pour la semaine à venir et donc le week-end qui commence, c'est de reprendre un petit peu la lecture, donc une demi-heure par jour et une heure les week-ends, sachant que je reprends le travail mardi, mais que ça va être une semaine assez courte puisque je travaille donc mardi, mercredi, jeudi c'est férié et vendredi je ne travaille que le matin. Donc voilà, ça va être une reprise assez courte, sachant qu'en plus mon patron part en congé, donc je ne vais pas avoir la pression sur les épaules de mon responsable d'agence et ça va faire un petit peu de bien, surtout qu'il est pas mal stressé en ce moment et que quand il est stressé, ça se sent. Voilà, ça se sent, c'est un petit peu compliqué à gérer. Bref, du coup, aujourd'hui, on se retrouve. Première chose, il y a quelques semaines, je ne vous l'avais pas présenté, mais je me suis procuré le 14e tome de Spy X Family, que je continue de me procurer alors que je suis méga en retard sur cette lecture. Mais d'ici quelques semaines, c'est prévu, je vais faire un marathon de saga de manga parce que je suis beaucoup trop en retard sur les mangas. Il faut vraiment que je m'avance sur les sagas qui sont en cours depuis trop longtemps. Et comme ça me permettra de faire un vrai tri sur ce que je garde, sur ce que je continue ou pas. Parce que c'est plus possible. C'est plus possible et c'est plus le manga tech que j'ai, c'est un bordel phénoménal. Et du coup voilà, d'ici quelques semaines, j'ai prévu donc marathonner 3-4 sagas de manga pour rattraper un petit peu mon retard parce qu'il faut vraiment que je le rattrape, mais bon bref, en attendant le 14e tome est sorti et je me le suis procuré. Aujourd'hui je suis également sortie, je suis allée donc notamment en librairie, je cherchais un livre très spécifique qui est donc Unfair de quelque chose Ganem, Noémie Ganem, je sais plus, Ganem, je sais plus c'est quoi son prénom. Bref, qui a le format broché et le format relié. Je m'en foutais que ce soit relié ou broché, j'en voulais un des deux, sauf que dans aucune des librairies, il n'y était. Du coup, frustrée, je me suis procuré autre chose, et dans ce que je me suis procuré, il n'y avait qu'un des livres qui était prévu, et il n'était pas prévu pour tout de suite. C'est donc le premier tome de La guerre des ombres, donc ici Le chant de la reine corbeau d'Isabelle Lozac aux éditions donc Lost Kingdom, donc branche de la maison d'édition Bookmark. Donc ici on est dans un univers de fantasy, cette jeune femme va voir sa famille complètement massacrée et donc elle va devoir prendre le trône qui lui revient pour essayer de renverser ceux qui ont tué sa famille, si je me souviens bien. Et pour ça, elle va devoir se marier et elle va prendre un jeune homme qu'elle pense pouvoir manipuler, sauf que ce jeune homme, lui, n'avait jamais eu l'intention de devenir roi et il lui en veut beaucoup. Et apparemment, donc voilà, c'est un enemies to lovers, mais le gars apparemment est un bon green flag et j'ai envie de green flag en ce moment. Donc voilà, on verra bien. Ensuite, je me suis procuré un livre que j'ai vu beaucoup passer sur les réseaux. J'ai craqué parce que l'histoire a l'air assez sympa. Il s'agit du premier tome de cette saga qui est donc Mile Height, donc de Liz Tomford aux éditions Chatterley. Donc ici, on va suivre un homme qui est hockeyeur à Chicago, qui va rencontrer dans un avion privé donc pour l'équipe une jeune hôtesse de l'air, et donc il va y avoir une romance entre ces deux personnages là et j'en sais pas plus. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus.
Apparemment c'est trop bien, donc j'ai craqué. C'était pas prévu, hein, je vous dis, c'était pas prévu au programme. Et le dernier c'est celui-ci qui était donc dans la deuxième librairie où il n'y avait pas le roman que je voulais. Il s'agit donc du premier tome de la saga de Boys of Tommen de Chloé Walsh, donc ici Binding. Ouais, c'est ça, Binding, je crois. Est-ce que le 13 fait partie du Binding? Oui, 13. Comment on dit 13 déjà en anglais? Je sais plus. C'est pitoyable. 13, c'est ça? 13 ou pardon. Bref, ici, je l'ai pris parce que oui, je suis faible, je trouve la couverture très jolie. Surtout le jaspage. J'aime trop les couleurs du jaspage, alors qu'il n'y a rien de grandiose hein, sur ce jaspage. Mais j'aime trop les couleurs. Et j'ai pris celui-ci parce qu'en ce moment, j'ai envie de souffritude. Voilà, j'ai envie de personnages torturés. Du coup, j'ai craqué. Donc ici, on va suivre une jeune femme qui change de lycée, qui essaie de se faire très discrète parce que malheureusement, elle a un père qui est très violent et elle a été harcelée dans son ancien lycée. Et là, elle a juste envie d'essayer de se montrer discrète et de survivre. Et elle va rencontrer Johnny Kavanagh qui, lui, est rugbyman et qui va devenir ami avec cette jeune femme, d'après ce que je comprends. Pareil, je crois que c'est un Friends to Lovers. Je n'en sais pas plus. Il me semble en avoir entendu de bons retours également sur les réseaux sociaux, même si j'en ai pas entendu parler tant que ça. Mais bon, bref, il me faisait envie, du coup j'ai craqué. Et je pense que celui-ci va être lu assez prochainement. Donc ça, c'est tout pour les achats. Et donc en début de semaine, j'ai terminé donc, la lecture de Language of Dragons de S.F. Williamson. Donc je vais essayer d'aller assez rapidement sur cette lecture parce que je vous en ai quand même pas mal parlé dans le précédent vlog. Donc on a Vivienne dans cet univers qui veut devenir interprète dragon, je crois. En tout cas, elle veut parler à la langue des dragons. Donc ce peuple qui vit en communauté du coup avec les humains. Sauf que là où elle vit, il y a un traité de paix entre les dragons et les humains qui est très injuste, que ce soit envers les dragons ou envers beaucoup d'humains, puisqu'il y a 3 classes pour les humains qui sont la classe 1, donc qui est la haute société, la classe 2 qu'on va considérer comme les personnes aux revenus moyens, enfin les personnes moyennes, et la classe 3 qui sont vraiment les rejetés, les parias, les pauvres, etc., etc. Sauf que on ne tombe pas dans une de ces classes par hasard, il faut réussir des examens pour rester en classe 2. Si on foire ces examens, par exemple, ce qu'on peut considérer l'équivalent du bac, on dégage en classe 3. Sauf que la classe 3 est très très maltraitée. Et donc il y a une rébellion qui se met en place entre les humains et les dragons qui sont vraiment contre cet accord de paix. Et donc il va y avoir une rébellion et les parents de Vivienne vont être arrêtés parce qu'ils font partie de la rébellion. Et Vivienne, à partir de ce moment-là, ne va avoir qu'une idée en tête, c'est sauver sa famille. Donc ses parents, son oncle, son cousin et sa petite sœur. Donc voilà, je m'arrête là pour résumer, pas besoin d'en savoir plus. Honnêtement, mis à part Vivienne, qui m'a très fortement tapé sur le système, j'ai adoré cette lecture. Vraiment, je l'ai adorée. Je trouve qu'on a des personnages hyper intéressants, qui sont gris, qui ont des vies parfois compliquées, qui ont parfois pris des décisions par désespoir et qui se retrouvent piégés dans des événements auxquels ils ne peuvent pas échapper et qui doivent prendre des décisions extrêmement difficiles. Et c'est le cas de Vivienne également. Attention, c'est pas parce que Vivienne m'agace que je ne la trouve pas intéressante. Elle-même est un personnage très gris que j'ai beaucoup aimé sur certains côtés. Le problème, c'est qu'elle est forte, elle est dure, elle est forte. Elle est forte tête, mais elle est dure et elle a beaucoup de mal à se remettre en question et elle a beaucoup de mal à évoluer. Je trouve que c'est un personnage qui évolue très difficilement et on la voit changer, donc vriller entre guillemets, je pense vraiment vers la fin où il va se passer quelque chose qui va faire que Vivienne effectivement va vraiment commencer à changer, même si les décisions qu'elle va prendre, ça va être très compliqué pour elle parce que malheureusement, sa famille, la survie de sa famille est en jeu et c'est compliqué. Et là-dessus, je peux le comprendre. Mais le fait qu'elle soit têtue comme une mule, le fait qu'elle ne veuille pas
avouer certaines choses qui sont pourtant évidentes, que tout le monde lui met dans les... Et elle ne veut vraiment pas l'avouer, je pense parce qu'elle a peur, parce si elle se l'avoue, elle se rend compte que ça va être encore plus compliqué. Mais c'est chiant sur le long, c'est chiant, c'est insupportable. Malgré tout, on a un univers qui est très bien fait, on a des personnages hyper intéressants, on a une intrigue qui est extrêmement bien faite, je trouve, pour du young adulte. On a en plus des dragons qui sont vraiment présents, ils sont quand même plus présents à la fin, mais ils sont là, ils sont présents, ils sont hyper intéressants, ils ont vraiment... une société bien à eux, un langage bien à eux, ils ont vraiment... L'autrice a fait en sorte de vraiment créer toute une société autour des dragons. Ça, j'ai adoré, vraiment j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, hyper bien fait. D'ailleurs, ce sont mes créatures fantastiques préférées, les dragons, je suis désolée. C'est classique, mais je les aime trop. Voilà, on peut faire tellement de choses avec les dragons. Bref, j'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai beaucoup aimé vraiment comment les choses se déroulaient, les retournements de situation, l'intrigue, l'univers... Tout ce qui tourne autour du langage était également vraiment bien fait, même si ça reste du young adulte. Moi, je pensais au départ que c'était un one-shot. Après, j'ai cru comprendre qu'il y aurait au moins un tome 2. Clairement, il va y avoir un tome 2 parce que vu comment la fin se termine, c'est pas possible, il faut un tome 2 et je lirai la suite avec beaucoup de plaisir. Par contre, vraiment, le point noir, c'est que tout s'efface, quoi. Voilà, tout s'efface, les dorures, le rouge, tout s'efface, c'est chiant, j'aime pas, on paye un livre assez cher en relié pour que ça s'efface, c'est vraiment très désagréable, mais bon, bref. Du coup, en termes de lecture, j'ai également avancé, comme je vous disais, Solo Leveling, donc actuellement, je dois être au tome, je pense, 11 ou 12, et en termes de chapitres, je suis au chapitre 157, et en fait, c'est vraiment une saga qui prend en ampleur avec... des cliffhangers à chaque fin de chapitre, c'est absolument extrêmement bien fait, c'est extrêmement beau. On a une intrigue qui vraiment évolue du feu de Dieu. Maintenant que l'île de Jeju est terminée, ça a mis fin à toute, je pense, une première saison, dirons-nous, pour vraiment pouvoir entamer l'intrigue en elle-même. Il fallait que Jinwoo passe par toutes ces étapes pour évoluer, pour devenir suffisamment fort pour la suite des événements qui arrivent. Et vraiment, j'ai adoré comment les choses se mettent en place maintenant. Là, vraiment, il y a une intrigue du feu de Dieu. Il y a beaucoup d'actions, beaucoup de retournements de situation. Tout n'est pas rose. Tout le monde ne s'en sort pas. On a Jinwoo qui est pris vraiment... dans une histoire presque qui le dépasse, et lui que je trouvais extrêmement froid, que je trouvais extrêmement dédaigneux vis-à-vis des autres, ça reste un personnage qui essaie de sauver tout ce qu'il peut autour de lui, toutes les personnes qu'il peut autour de lui, et ça j'ai trouvé que c'était très cool, tout en restant froid et distant avec certaines personnes. Et bref, Solo Leveling pour le moment j'aime beaucoup, surtout que ça me tourne plus en rond, et ça fait un peu de bien, mais ça a pris du temps, et je trouve ça quand même assez dommage. Ça a pris bien 7-8 tomes pour vraiment que ça démarre et qu'on a une intrigue qui monte en puissance, et c'est un peu dommage. Mais là vraiment j'aime trop, mais j'ai besoin d'une pause parce que je suis un peu trop dans l'univers. Du coup aujourd'hui j'ai entamé pareil un nouveau webtoon qui est donc lecteur omniscient, et sur la plateforme webtoon je dois être à une trentaine de chapitres actuellement. Pour le moment, je suis mitigée. Voilà, pour le moment, je suis très mitigée sur ce webtoon. Donc là, on suit un jeune homme qui a lu pendant plus de 10 ans un roman sur internet, et il est très fan. Ça l'a accompagné pendant des années quand il était harcelé, quand ça se passait pas bien au boulot, etc. Et il écrit un message donc à l'auteur en lui disant voilà, qu'il avait adoré son histoire, que ça lui avait fait beaucoup de bien, qu'il le remerciait beaucoup. Et donc l'auteur va lui envoyer un cadeau en mail pour lui dire bah merci, c'est gentil et tout, pour le remercier de l'avoir suivi pendant toutes ces années. Et à ce moment-là, manque de bol, il va y avoir un événement qui va complètement retourner la situation, et le lecteur omniscient, qui je ne sais plus comment il s'appelle déjà, va se rendre compte qu'en fait ce qui est en train de se passer, ça se passait dans le roman qu'il lisait, et malheureusement ça va vite tourner un petit peu à la catastrophe. Bref, résumé, pas besoin d'en savoir plus. Honnêtement, je suis très mitigée. Pour le moment, je suis pas très fan des graphiques, premièrement. Je trouve que le personnage principal, dès le départ, même si
il sait ce qui se passe, il se débrouille très bien. Voilà, c'est un personnage lambda, le gars. Le gars, c'est un personnage lambda. Et dès que tout va partir à volo, le mec, il va se débrouiller, mais du feu de Dieu. Et j'ai un peu de mal à comprendre un personnage lambda qui se faisait harceler au lycée, qui avait vraiment la vie banale, qui n'arrivait pas à trouver de CDI. Voilà, les gens, ils se font tous buter, mais lui, tout va bien, quoi. Vraiment, j'ai un peu de mal à comprendre. Alors, le mec est hyper intelligent, apparemment. Voilà, on voit bien que le fait de connaître l'histoire, ça l'aide beaucoup, mais c'est trop facile. J'ai l'impression que pour lui, c'est trop facile, et du coup, j'ai du mal à adhérer vraiment à cette histoire, et je trouve ça un peu dommage. Donc, je vais continuer un peu, je vais voir de quoi il en retourne, mais honnêtement, pour le moment, voilà, je suis assez mitigée. Maintenant, les objectifs de ce week-end et de la semaine à venir, c'est de lire de la souffritude. Voilà, objectif habituel qui est d'essayer de faire un vlog assez court, pas trop long, lire une demi-heure par jour tous les jours et évidemment 1 heure le week-end, mais j'ai envie de souffritude. Voilà, j'ai envie de souffritude, j'ai envie de personnages bien tourmentés. Et du coup, ça va être le thème de ce vlog, les personnages tourmentés. Du coup, on va commencer cette semaine, je ne suis pas sûre de lire les 2 tomes, mais je vais essayer, avec la duologie de Blue Phoenix, donc le tome 1 et le tome 2 qui est Blue Seoul de Lily Haim aux éditions Bookmark. Donc ici, on va suivre un jeune homme qui va se faire virer de son équipe de natation et on va le suivre, essayer de retrouver sa place, etc., etc. Je n'en sais pas vraiment plus. C'est du Lily Haim. En général, elle a des personnages qui sont assez tourmentés avant de trouver le bonheur. Et moi, j'aime. Voilà, moi, j'aime quand les personnages sont tourmentés. Donc, on va essayer celui-ci. Et en termes d'autres souffritudes également, je vais essayer de lire celui-ci, puisque le personnage féminin, elle souffre. Voilà, il souffre. Il souffre et j'ai envie de souffritude. Comme je vous disais, donc ça, c'est les 2 lectures que je veux essayer de lire cette semaine. Si j'y arrive, je ne pense pas, mais si j'y arrive, je vais peut-être aussi entamer Kéléana. Alors, on n'est pas dans le thème du tout. Ça, c'est si j'arrive à lire ce que je veux lire là ce week-end et cette semaine, pour entamer ça, ou si vraiment je change d'avis en cours de route, pourquoi pas essayer celui-ci, on verra bien. On se retrouve, on est lundi, ça y est, dernier jour de vacances. Je dois reprendre le boulot demain, hein, mais bon, voilà. J'ai pas envie, mais comme tout le monde, voilà, il y a peu de monde qui aime retourner au boulot, voilà, on est comme ça. Mais bon, hein, il faut bien gagner notre croûte et justifier notre salaire. Je m'excuse un petit peu de ma dégaine, mais j'ai la peau qui brille parce que je sors de la douche et évidemment, je me suis tartiné le visage et le corps de crème. J'ai les cheveux qui ne sont pas encore complètement secs parce que je les sèche, mais jamais complètement parce que, autant vous le dire, flemme, ils sont trop longs à sécher et pas la foi. Mais bon, du coup, on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai terminé la lecture que j'ai commencée samedi soir ou dimanche, je l'ai terminée hier, mais ce livre m'a mis l'âme tellement en PLS qu'aujourd'hui j'ai rien pu entamer, alors que de base j'avais prévu de lire la duologie d'affilée. Et là je me pose encore la question, est-ce que je lis le tome 2 ou est-ce que j'attends un peu? Parce que ce livre-là, comment vous dire que j'ai l'habitude avec Lily Haim. Lily Haim nous pond toujours des personnages souvent tourmentés, où il faut vraiment beaucoup de temps avant qu'ils puissent, on va dire, se construire, se reconstruire et trouver le bonheur. C'est un petit peu ce genre de romance que j'aime, vraiment j'aime trop ce genre de romance. J'aime les personnages tourmentés, j'aime la souffritude, mais alors celui-ci, il est vraiment, vraiment, vraiment dur. Pas graphiquement parce qu'il n'y a rien de graphique, mais Lily Haim, elle a un don pour mettre des mots sur les émotions et croyez-moi que là vous le sentez, vraiment vous le sentez. Tout est raconté du point de vue de Jun-ha qui est donc notre personnage principal et avant de vraiment entamer ce roman, il est déconseillé à certaines personnes. C'est avec un avertissement sur le dos, il y a un avertissement au début du roman, donc avertissement, ce roman aborde des questions de violence pouvant heurter la sensibilité des lecteurs. Et pour faire court, on parle de violence sexuelle. Voilà, au moins, vous le savez. Je vous dis, il n'y a rien de graphique, mais les mots qui sont posés dessus, ils sont tellement justes, ils sont tellement durs et ils ont une certaine forme de violence tout en étant
tellement poétique, tellement bien amené. Vraiment, Lily Aim, c'est une pro. Là-dessus, c'est une pro. Bref, on suit Jun-A. Jun-A est un fils métis, pas franco, américano-coréen, et c'est aussi un fils illégitime qui a donc grandi littéralement dans l'ombre de sa famille paternelle. Et quand je vous dis dans l'ombre, il a grandi avec donc sa grand-mère paternelle qu'il a acceptée, puisque sa mère est par Mons et par Vaux, et il ne la voit que quelques fois par an, mais il ne connaît rien de sa famille paternelle, à part de temps en temps son paternel à lui, justement, qui vient le voir, mais qui discute jamais réellement avec lui. Mais il ne connaît pas sa belle-mère, il ne connaît pas son frère, il ne connaît pas ses oncles, il ne connaît personne. Jun-A va donc grandir en tant que fils illégitime, pratiquement tout seul tout au long de son adolescence. Il va partir en Amérique avec sa mère et va devenir athlète nageur dans une université jusqu'au jour où un drame va arriver et il va être exclu de l'équipe de natation universitaire et également de l'université pendant 1 an. Jun-A va se battre pour réintégrer autant l'équipe de natation que l'université et retomber également sur son petit ami qui, suite à ce qui lui est arrivé, a fui sans dire rien à personne, sans rien dire à sa mère, à ses amis. Il a juste fui. Et vraiment, ici on a un roman qui va nous dépeindre un personnage qui va se débattre avec ce qui lui est arrivé, avec sa propre culture, parce que la culture coréenne, et c'est généralement la culture en Asie qui est comme ça, et je parle un petit peu en connaissance de cause, hein, puisque mon père est franco-vietnamien, que je suis également, que j'ai un peu de sang vietnamien, et que j'ai grandi aussi dans cette culture, et autant vous dire que oui, c'est la culture du silence. Je le vois du côté de chez mon père, hein, on a vraiment une famille paternelle, culture du silence. On tait nos douleurs, on tait nos souffrances, on tait nos petits bonheurs, on tait tout. Voilà, on garde tout ça pour nous. Et là, on a clairement le truc, on garde ça pour nous. Et Jun-A va réintégrer donc son université, son équipe, avec ce qui lui est arrivé. Mais mon Dieu, c'est tellement dur, mon Dieu, c'est tellement bien fait, c'est tellement bien traité. On a un personnage qui est tellement fort et qui en même temps, c'est tellement dur, c'est tellement difficile. Les seuls moments où vraiment il arrive à poser tous ses bagages, c'est quand il nage, c'est quand il fait de la compétition et quand il vraiment il arrive à nager. C'est vraiment ces moments-là où il trouve un peu plus de paix. Mais sinon, en dehors de ça, c'est très compliqué. On va avoir un personnage qui va se reconstruire tout en douceur, très lentement. Il va falloir beaucoup d'efforts de ses amis, de son ex-petit copain qui est toujours très amoureux de lui. Il va falloir sa mère, il va falloir son, entre guillemets, beau-père, pour vraiment l'aider petit à petit, être un soutien sans être, on va dire, imposer leur point de vue. Et vraiment, c'était tellement bien fait, c'était tellement beau, c'était tellement dur. Et je vous dis, ce livre, il m'a tellement mis en PLS que je ne sais pas si je vais lire le tome 2 tout de suite. Bref, c'était trop bien. J'hésite du coup avec le tome 2 et le premier tome de l'Arbre de l'été que j'avais prévu de lire très très prochainement. Je sais pas, j'hésite encore. Mais on verra plus tard quand j'aurai commencé ma nouvelle lecture, évidemment. Hey, on se retrouve, on est jeudi 1er mai. Alors je suis désolée, je suis en pyjama, mais il fait très 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 chaud. En plus il est tard, donc je vais pas tarder à aller me coucher. Je vous prends assez rapidement parce que voilà, j'ai avancé dans certaines lectures, donc il est plus que temps que je vous en parle. Premièrement, je n'ai pas avancé par contre dans Solo Leveling, je me suis arrêtée à 157 chapitres, il me semble. Et pour l'instant, je l'ai un peu mis en pause, pardon, tout simplement parce que j'étais tellement dessus que j'avais besoin de lire un petit peu autre chose en termes de graphique. Donc, je me suis relancée dans la suite de Winebreaker. Et là, je suis plutôt à jour dans cette lecture graphique, une lecture que j'aime toujours autant. Ça ne casse pas trois pattes à un canard. L'intrigue est assez basique. On ne sort pas vraiment des clichés dans ce manga, mais moi ça me fait du bien. Voilà, c'est un manga que je trouve extrêmement divertissant, extrêmement plaisant. Les personnages restent malgré tout très attachants. Là, au moment où je me suis arrêtée, on est en plein combat entre deux gangs, et donc le gang de Furin qui essaie de protéger la ville, qui a l'air d'être complètement
envahi par les gangs ennemis. Et donc Sakura il participe évidemment, donc le personnage principal qui s'appelle Sakura, donc à cette guerre. Et Sakura continue d'apprendre, continue d'évoluer, continue de comprendre l'autre, puisque Sakura est un personnage qui a grandi tout seul. C'est un jeune homme qui a été toujours seul, qui n'a jamais pu compter sur personne. On ne sait pas pourquoi, ce n'est pas encore dit. On sait par contre qu'il est très seul, qu'il a toujours été seul et qu'il a du mal à gérer les relations sociales. Et donc peu à peu, c'est un jeune homme qui s'ouvre aux autres, c'est un jeune homme qui apprend, c'est un jeune homme qui peu à peu se sociabilise et comprend peu à peu les relations sociales. L'amitié, ce que ça peut lui apporter, ce que ça peut lui apporter d'être accepté pour ce qu'il est, avec ses forces, ses défauts. Et honnêtement, j'aime vraiment, vraiment beaucoup ce manga. Je vous dis, ça casse pas de pattes un canard en termes d'intrigue, en termes de clichés de personnages. Mais pour moi, c'est hyper divertissant. Ça me suffit largement, donc je continue ce manga avec beaucoup de plaisir. En termes de roman, j'ai bien avancé du coup le tome 2 de Blue Phoenix, donc ici Blue Seoul. J'en suis pratiquement à la moitié. Encore une fois, c'est du Lee Hay, donc ça se lit tout seul, la plume est magnifique, elle est fluide, elle est facile. On a des personnages toujours aussi attachants. Dans ce tome 2, on retrouve donc nos deux protagonistes principaux qui sont Jun-Ha et Nathan, 2-3 ans après les événements du tome 1. Et si on pense que dans ce tome 2, ça va aller mieux pour eux, absolument pas. Donc Nathan et Jun-Ha sont partis en Corée parce que Jun-Ha espérait beaucoup pouvoir représenter la Corée au JO et en compétition. Vraiment, c'était un gros espoir qu'il avait, et c'était également un gros espoir qu'il avait de pouvoir finalement se faire accepter par la famille de son père, ce qui va être le cas dans ce tome 2, sauf que rien ne va être comme il se l'imaginait. Déjà, on apprend très très rapidement que la relation entre Nathan et Jun-Ha, au début de ce tome 2, bat d'elle. Voilà, c'est une relation qui est très compliquée. Ça fait un moment qu'ils ne se voient pratiquement plus, ils ne vivent même plus ensemble. Jun-Ha du coup se consacre à la natation, à la compétition, à son entraînement, sauf qu'il le dit lui-même, il ne ressent plus du tout l'eau, et c'était quelque chose qu'il ressentait autrefois. Là c'est plus le cas. D'ailleurs on se rend compte qu'il ne prend même plus de plaisir à nager. Il le fait parce qu'il faut le faire, il le fait parce qu'il veut absolument représenter malgré tout la Corée. C'est très compliqué en fait pour Jun-Ha, parce que Jun-Ha, eh bien, par rapport aux événements du tome 1, il n'a pas si bien guéri que ça. Voilà, Jun-Ha a encore énormément de traumatismes et ça impacte énormément tout son quotidien et donc sa relation avec Nathan, sans compter que malheureusement, ayant été reconnu par la famille paternelle, eh bien, comme c'est une famille puissante, c'est très mal vu que l'un des héritiers soit gay, qu'il l'affiche sans problème, qu'en plus ils sortent officiellement avec un homme et que cet homme est un Américain. Donc le père de Jun-Ha fait tout pour séparer les deux amoureux, et il aimerait également prendre, on va dire voler littéralement, la découverte de Nathan pour l'entraînement sportif, et donc un petit peu piquer son invention, piquer sa découverte et piquer les tests qu'il fait, voilà, en se disant une fois qu'il aura fait son travail, il va repartir aux États-Unis et on aura son truc à lui et on fera ce qu'on voudra, et toi mon fils, tu te marieras, voilà. Donc c'est très compliqué, franchement c'est très très compliqué pour Jun-Ha et Nathan. Le point que j'apprécie dans ce tome 2 également, c'est que contrairement au tome 1 où on avait vraiment uniquement le point de vue et le ressenti de Jun-Ha, là on a vraiment également le point de vue de Nathan, et Nathan qui au départ était complètement impuissant dans le tome 1, mais on n'avait pas du tout son ressenti. Là on ressent l'impuissance dans ce tome 2, à quel point il se sent impuissant, à quel point il ne sait pas comment faire pour améliorer la situation. Et là on est à un passage où Nathan a un peu repris ses esprits et il décide de se battre pour retrouver l'homme qu'il aime, parce qu'il le dit lui-même, je ne peux pas vivre sans toi, je vis pour toi.
je suis fou amoureux de toi, sans toi je ne suis rien. Et Jun A c'est pareil, hein, il le dit lui-même, sans lui je ne suis rien. Et comme Jun A n'a pas la force de se battre, comme Jun A est tellement noyé par tout ce qui lui arrive, tout ce qu'on lui impose, toutes ces contraintes, tout ce qui lui arrive et qui n'arrive pas à reprendre le dessus, et bien c'est Nathan qui se bat pour lui, c'est Nathan qui prend le dessus, et ça fait un peu de bien de voir que Nathan se bouge un peu et que là il n'est pas uniquement spectateur impuissant face à tout ce qui tombe sur Jun A, et je trouve ça très très agréable. On se rend également très très vite compte que Jun A, il est à un passage de sa vie et à un passage de sa carrière où les choses ne vont pas très bien. Donc je pense que les prochaines compètes vont pas très très bien se passer, mais comme il le dit lui-même, pour apprendre à gagner, il faut apprendre à perdre. Voilà. Bref, c'est trop bien, j'aime toujours autant cette lecture. Je vais essayer de la terminer très très rapidement parce que le mois de la fantaisie a commencé et que j'avais complètement oublié et que c'est le seul challenge auquel je participe tous les ans, donc il faut vraiment que je le termine rapidement ce tome-là pour pouvoir enchaîner avec le mois de la fantaisie parce que j'ai plein d'envie pour le mois de la fantaisie. Hey, ouais. On se retrouve, on est dimanche 4 ou 5 mai, je ne sais plus exactement, donc on se retrouve aujourd'hui pour clôturer le suivi de lecture, sachant que comme on est en mai, le mois de la fantaisie a commencé, donc j'aimerais me mettre un petit peu dessus. Je vous prends encore une fois après plusieurs jours d'absence, mais je n'arrive jamais à tourner tous les jours, enfin j'arrive pas à m'y tenir, c'est compliqué pour moi, donc c'est pas grave si au final je ne fais que quelques rushs par semaine. Comme ça me permet également de tenir peut-être un petit peu plus l'objectif de faire des suivis de lecture qui ne soient pas trop longs et qui ne dépassent pas les 40-45 minutes. Je trouve déjà que c'est un peu long. Donc voilà, bref, on se retrouve pour clôturer ce suivi de lecture. Et je suis désolée, j'ai les mains prises parce que vous voyez la truffe de mon vieux pépère qui est là et qui me réclame son attention. J'ai le chat juste à côté. Donc cette fin de suivi risque d'être un petit peu chaotique avec mes bestioles qui tiennent difficilement en place. Et je le clôture déjà avec la lecture du deuxième et dernier tome de Blue Phoenix, donc ici Blue Séoul. Et honnêtement, j'ai eu une bonne petite dose de souffritude avec les deux tomes. Vraiment une bonne petite dose de souffritude. Même si le premier tome se suffit à lui-même, on est toujours en attente de quelques réponses qu'on n'a pas résolues dans ce premier tome et donc on va résoudre notamment ici. Ce second tome est plutôt cool dans le sens où je vous en ai déjà parlé, il me semble. Il n'y a plus que le point de vue de Blue ou de Jun A, mais également le point de vue de Nathan. Et je me suis arrêtée juste au moment où il va y avoir un petit peu un basculement au niveau de l'histoire. Et alors là, on est au must de la souffritude dans ce tome 2, puisque on va aborder le thème de burn-out, de traumatisme, de dépression assez importante et de reconstruction vraiment là qui va au bout et de tout ce qu'il faut pour se reconstruire. C'est du Lily Haim avec une plume toujours aussi addictive, toujours aussi belle. On a des personnages ultra attachants. À savoir qu'il y a des personnages qu'on rencontre dans un de ses autres romans. Donc on a également évocation de cet autre roman qui est en fait Aussi loin que l'horizon, que j'avais lu avant Blue Séoul et Blue Phoenix. On en parle un petit peu plus dans Blue Séoul. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de lire Aussi loin que l'horizon. Mais quand on a lu les deux, ça fait une petite touche. Lisez quand même celui-ci avant parce qu'il est sorti donc avant Aussi loin que l'horizon, il me semble. Et je pense que ce serait mieux. Moi, j'ai lu Aussi loin que l'horizon avant Blue Séoul, mais c'est pas bien grave. Mais voilà, c'est histoire de dire que c'est plutôt cool. Il me semble également qu'on rencontre à la fin de ce tome 2 d'autres personnages d'un autre roman que je n'ai pas lu, que j'ai en format électronique. Je crois que c'est Vers les étoiles, je ne sais plus exactement. Mais pareil, pas besoin de l'avoir lu. Honnêtement, ça reste du Lily Haim, c'est très beau, c'est vraiment, la romance est là. Il y a un petit peu moins de passages hot dans ce second tome, mais en même temps, ça commence très très mal
en termes de relations amoureuses dans ce premier tome, dans ce second tome. Donc évidemment, on ne peut pas avoir de relations, on va dire, intimes, parce que vraiment, ça passe pas très très bien, vraiment au niveau de la relation au départ. Mais on a également des personnages qui vont prendre en assurance, qui vont continuer de grandir, une histoire d'amour qui prend en profondeur, je trouve, également. Bref, honnêtement, si vous aimez la souffritude, si vous n'êtes pas trop sensible à certains sujets, n'hésitez pas, parce que je trouve quand même que cette duologie fait partie, pour moi en tout cas, de ses meilleurs romans, de tout ce que j'ai en tout cas déjà lu pour cette autrice. C'était Pépita, c'était trop bien, c'est à la limite du coup de cœur, peut-être même que c'est un coup de cœur, je pourrais pas vous dire exactement, il faudrait que je prenne un petit peu plus de recul, mais voilà, c'était Pépita, c'était trop bien, j'ai adoré, des personnages qui sont hyper intéressants, qui ont de bonnes évolutions, qui sont hyper touchants, que ce soit les personnages principaux, les personnages secondaires. Bref, c'était trop bien et voilà. Du coup, au mois de mai, je me suis commandé le 4e tome de Laisse-moi te détester de Hijiki. Et c'est publié chez, je sais plus, Taifu Comics, il me semble. Je sais plus du tout, c'est publié chez qui? Oui, Taifu, voilà, Taifu. Bref, ici, on est dans la continuité des tomes précédents, donc Laisse-moi te détester. Pour rappel, c'est un boys love avec Omegaverse. On va suivre ce jeune homme au tout début du premier tome qui a une petite fille qui est très mal vue parce que voilà, il a eu une enfant avec un homme, il est papa célibataire, voire maman célibataire, et il va rencontrer son âme sœur qui est ce personnage-là, qui est un petit peu plus jeune que lui au début du premier tome, puisque au début du premier tome, lui a 21 ans et ce jeune homme, on doit en avoir 17 ou 18, et à partir de là, la relation va s'enchaîner. Honnêtement, ce 4e tome, il est beaucoup plus doudou que les autres, on est plus dans le commun, dans la vie commune de couple et de famille, des relations qui continuent d'évoluer, qui sont très 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 jolies. Honnêtement, j'aime vraiment 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 beaucoup. Au-delà du fait que c'est de l'Omegaverse, on a vraiment une vie familiale et j'apprécie beaucoup ce genre de manga. C'était très très cool. En plus, il est rentré dans ma bibliothèque, mais pas dans ma pile à lire, et donc ça fait toujours plaisir. Et pour terminer très très rapidement, j'ai commencé le challenge du mois de la fantasy avec la saga It's My Life de Imomushi Narita aux éditions Ototo. J'ai les 6 premiers tomes. J'avais déjà lu les 3 premiers tomes ou les 2 premiers tomes il y a plusieurs années, donc j'ai fait une relecture au moins des 2 premiers tomes. On suit ce paladin dont j'ai déjà oublié le prénom. Il s'appelle comment, le paladin? Astra, qui a donc 35 ans, il est capitaine paladin, et là, c'est le bon moment, il prend sa retraite et il réalise son rêve, s'acheter une petite maison et y vivre tranquillement. Sauf que le jour où il emménage, cette petite fille qui s'appelle Noah va littéralement entrer par la fenêtre. Elle va bousiller la fenêtre parce qu'elle ne contrôle pas son vol en balai. Et à partir de là, tous les deux vont vivre des aventures en commun puisque Astra va adopter la petite Noah et ils vont vivre 1000 aventures entre rencontres de personnages secondaires de la famille de Noah et des anciens coéquipiers d'Astra. C'est hyper doudou, c'est un peu de la cozy fantasy, c'est trop adorable dans tous les sens du terme. Je ne sais pas si par la suite je continuerai la saga parce qu'on en est au 9e tome et il n'y a rien qui a été publié depuis 2021 il me semble, et je pense que ça ne se termine pas au 9e tome, donc je ne sais pas, je vais essayer de me renseigner, on verra bien, mais j'ai déjà les 6 premiers tomes, donc autant lire les 3 prochains pour bien démarrer le challenge du mois de la fantasy. Et voilà, j'ai terminé ce suivi de lecture de façon un petit peu cafouillie, j'en suis désolée. En tout cas, j'espère que cette vidéo suivi de lecture vous a plu. On se retrouve pour un prochain suivi de lecture qui là démarrera par le mois de la fantasy. Donc je m'arrête là pour ce suivi. Je vous souhaite de très très bonnes lectures. À très bientôt.